Okay, thank you very much, Cody. Thank you, Sky. If you're just tuning Merci beaucoup Cody, merci Sky. Vous regardez une conférence en live internationale, retransmise au niveau international par Cody Jones et Sky Shield de l'équipe de chercheurs scientifiques du mouvement de Lyndon LaRouche. Vous pouvez également soumettre vos questions. Donc, il y a des questions qui viennent de l'international, une question qui nous vient de Mexico. Et le sujet de cette question est: est-ce que l'activité solaire a un lien avec la tectonique des plaques? Le 10 septembre, il y a eu un choc, en fait, un mouvement de hauteur 6,8, qui est justement sur la ceinture de feu. On sait ça. Pour moi, c'était la première fois que j'ai senti le sol trembler. J'étais sur un pont et qui a bougé, toute la structure du pont a bougé. Donc ma question est la suivante. Pour mes amis chercheurs, avec Monsieur Larouche, quelle est la relation entre les événements sismiques et l'activité solaire? Et la vidéo sur la ceinture de feu, tente d'expliquer ces choses-là. Comme Peter Martinson a également montré dans différentes vidéos que l'activité solaire maximum, finalement, n'était pas encore immédiate. Donc, merci. Actually, for some of the specifics on that, I would have to. We're gonna maybe pass that on to a mailbag for our weatherman to make the forecast, Peter Martinson. I mean, in general. Donc, il faudrait poser la question à Peter Martinson, qui est un peu l'homme de notre équipe qui travaille sur ces questions climatiques. L'activité solaire et l'activité sismique, il y a beaucoup de cartes dont Peter a fait également plusieurs vidéos de cartes où il expliquait. Mais sur lequel je voudrais insister ici, sur le développement de l'Arctique. Dieu a un sens vraiment très fort sens de l'humour très poussé. Donc le bébé il est obligé de sortir du ventre de sa mère, il est obligé de crier, il est obligé de s'en sortir. Et après il va se rendre compte que la vie à l'extérieur, elle est quand même mieux que la vie à l'intérieur. Hein? Ça, c'est ça un peu un sens de l'humour. Et on est dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances aujourd'hui. Ce que M. Martinson a présenté sur la question des changements climatiques d'un point de vue de la galaxie sont fondamentales aujourd'hui. Et la question du climat dans son ensemble, du temps, on pourrait dire. Donc, les inondations, les séismes, le maximum solaire, on utilise ça, nous, c'est ça, quelque part, on nous a donné ça, en fait, pour comprendre. Avant, les anciens dieux, dans les mythologies, les dieux étaient vraiment les dieux méchants qui contrôlaient tout, ceux qui ils décidaient tout par eux-mêmes. Mais on a évolué. On est sorti de ce super état dirigé par des dieux mythologiques et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas compris en tant qu'espèce humaine et on a commencé à vouloir agir dessus. Donc on s'est rendu compte que c'était pas obligé qu'on soit sous l'eau à chaque fois qu'il y avait une inondation. Donc à chaque fois qu'il y a un séisme, on n'est pas obligé d'avoir des maisons qui s'effondrent comme un château de cartes. Oui, d'accord. On a commencé à évoluer. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire face, en fait, à ces problèmes, soi-disant problèmes climatiques. Et la vraie beauté dans tout ça, dans cette image de sortir finalement du ventre de sa mère, c'est qu'on commence à réaliser, c'est qu'il y en a cette corrélation
clair, de plus en plus clair entre l'activité solaire et les tremblements de terre, ou les ouragans d'ailleurs de même. Pour les gens qui ont suivi l'ensemble du travail de Peter Martenson, peuvent aller chercher des choses plus précises. Mais c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on conçoit les séismes est totalement à côté de la plaque, pour ainsi dire. C'est pas simplement une étude mécanique entre les différentes plaques, etc. Donc il faut déjà s'attaquer à la relation avec l'activité solaire. Ça, c'est la première chose. Donc après, on devra avoir un sens clair, une image claire dans la manière comment le Soleil, finalement, est le médium interplanétaire avec les autres planètes dans le système solaire, comme Kepler l'avait dessiné déjà dans ses études. C'est que c'est un système harmonique, l'ensemble, avec l'ensemble des planètes. Dès qu'on pourra commencer à comprendre, si on comprend l'ensemble de ce qui se passe entre les différentes planètes et le Soleil, mieux comprendre ce qui se passe également sur Terre. Donc c'est une situation très drôle. On ne peut pas assurer la survie de l'espèce humaine sur la Terre sans la quitter. Et ça montre bien cette nécessité en tant qu'espèce de sortir du ventre de notre mère. C'est fondamental. Pour ajouter autre chose à ça, un écho. On ne va pas remplacer un mécanisme par un autre. On va arrêter le mécanisme avec les questions des plaques tectoniques et maintenant c'est le mécanisme avec le Sun. C'est notre combat contre le Soleil. Non, c'est pas une conception comme ça qu'il faut. Et on va pas dire le Soleil c'est vraiment un salaud. À cause de lui on a les tremblements de terre. Non. Donc, il faut comprendre l'interaction des activités différentes et surtout l'activité solaire, l'activité volcanique, les tremblements de terre, les tempêtes, les ouragans. Donc, on peut voir un événement clair. On voit par exemple une tempête solaire sur le Soleil qui est suivie sur Terre par un tremblement de terre, par exemple. Mais dans d'autres cas, on a l'inverse. Vous avez un tremblement de terre sur Terre. Et après, vous avez la tempête sur le Soleil. Donc la corrélation est toujours là, mais l'ordonnancement du temps est inversé. Donc on doit reconnaître, parce qu'on doit reconnaître que le Soleil est également fait partie de ce système galactique en tant qu'un élément parmi d'autres, et surtout dans la galaxie. Donc c'est pas simplement une relation directe, mécanique entre le Soleil et la Terre, mais on doit penser à chaque fois à l'étape supérieure. Quelle est la dynamique globale galactique? Quel est le processus de changement auquel on se réfère quand on voit ces phénomènes qui s'expriment finalement et qu'on peut comprendre? C'est pas des choses, on peut pas dire voilà, c'est pas séparé de ce qui va se passer au même moment sur Mars, par exemple. Donc, si on regarde l'histoire, par exemple, dont on a l'histoire de la vie sur Terre, si on regarde sur les 500 millions dernières années, il y a eu des changements radicaux sur la Terre, des tremblements de terre, des volcans, et c'était à des extrêmes. On pourrait dire, mais qu'est-ce qui crée cette activité terrible sur Terre? Mais ces mêmes périodes apparaissent au même moment où on voit une évolution, un saut qualitatif dans l'évolution du vivant. Donc, on voit, c'est par exemple la destruction des dinosaures. On dit, c'est très destructeur parce que ça a tué tous les dinosaures. Ah non, parce que ça coïncide avec un saut qualitatif, par exemple l'apparition des mammifères et de plein d'autres espèces qui n'existaient pas auparavant. Donc on voit ce processus dans son ensemble, dans l'ensemble de notre histoire, de ces événements cosmiques qui sont reliés à l'évolution de l'espèce vivante. Et donc la question, donc quels sont les processus plus larges qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vus, qui dirigent cet ensemble de cette évolution et qu'on sort. Donc c'est ça, ce type de recherche, cette direction que nous prenons dans ces études.
Et on trouvera différentes choses qui nous permettront de faire face. C'est avec cette approche qu'on trouvera les moyens de faire face finalement aux réels problèmes que vont poser par exemple les tempêtes solaires ou les tempêtes sur Terre. Ah, c'est évident. Merci beaucoup. Je voudrais poser deux questions ensemble qui ne sont pas directement reliées. Mais bon, je pense que ça touchera au même sujet dans la réponse. La première, vient de Sergei Poulinets, qui regarde cette conférence, qui est un scientifique à la frontière, qui travaille dans les précurseurs sismiques. Il nous regarde depuis Moscou, donc à l'Institut de géophysique appliquée. Monsieur Poulinets dit, Monsieur Cody et Monsieur Sky, je voudrais savoir vos commentaires sur le sujet suivant. Pensez-vous que les leaders au niveau global est vraiment... Est-ce que vous pensez que leurs compétences techniques sont aussi bas que leurs compétences morales? C'est ça la question. Parce qu'on est dans une situation de crise terrible. Et ils ont la mauvaise approche. Il y a une augmentation de la fréquence, justement, de la crise et des crises qui se succèdent. Est-ce que la civilisation peut s'éteindre à cause de nos leaders? Je voudrais poser une autre question qui nous vient des États-Unis. C'est une question d'une réunion qui s'était faite à Washington, dans l'État de Washington, entre Monsieur Al Cooper, qui est un ingénieur, consultant, qui pousse des projets de développement énergétique et ferroviaire à l'échelle internationale. Le gouverneur de l'Alaska, qui a apparemment remporté une primaire, qui pourrait être gouverneur de l'État, à laquelle Dave Christie, qui est également membre du Mouvement de la Rouge, participe, et qui propose justement le projet NAWAPA, pourrait créer une unité. Donc, lors de ce congrès, on a travaillé sur le projet de l'Arctique, donc de puiser des ressources premières, justement des matières premières autour du détroit de Bering, et de faire des lignes de chemin de fer de Moscou qui vont longer jusque dans la surface nord, justement vers l'Arctique, justement jusque le détroit de Bering. Donc, qu'est-ce qui pourrait pousser les États-Unis à collaborer sur ces projets-là, justement, qui sont bien au Bering Strait? Ça pourrait nous intéresser énormément. Look, the truth is right now, I think probably the best way to phrase where we... Bon, c'est vrai que les questions sont un peu reliées. Bon. En dehors de ce que nous faisons en tant que mouvement, en dehors de ce que fait Lyndon LaRouche personnellement, et ces gens qui s'associent avec lui, nous aurons une extinction de l'espèce humaine. Regardez la réponse que nous avons aujourd'hui du Congrès américain. C'est absurde. Je l'ai dit. La ténacité ils sont tenaces, mais dans le mauvais sens. Yeah, they're going to do what they're going to. Their doom is sealed in the way they think about the way the universe around them works. Ils sont fichus. Ils s'en foutent de comment l'univers fonctionne autour d'eux. Ça les intéresse pas. Donc la population maintenant. Comment on peut considérer une population qui a voté pour ces gens? Qu'est-ce qu'on peut dire de la population américaine dans l'état actuel des choses? S'il n'y a pas une transformation fondamentale en accord avec les concepts, les principes qu'on a posés ce soir, et un changement d'identité dans la façon dont les gens se voient, au-delà de leur perception sensorielle, on ne pourra pas les reconnecter à l'histoire de la vie, l'histoire de la pensée, et comprendre les causes et les effets de ce qui nous arrive aujourd'hui.
et ils vivront dans un environnement qui leur sera simplement familier et autour d'eux. Mais ce que nous avons discuté ce soir d'un point de vue galactique, on pourrait dire, d'un point de vue de l'histoire galactique, c'est ce qui va définir notre présent, la façon dont on doit agir dans le présent. Et maintenant, aujourd'hui, la seule chose sur la scène politique qui est en possession pour mettre en place ce type de pensée et le redonner à la population, c'est notre mouvement politique. Et ça, c'est directement à la question, relié à la question de l'Arctique. Je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas dit auparavant. Toute l'activité qui sera dans l'Arctique, c'est pas ça qui va nous aider en soi, tout seul, à survivre au niveau global, mais simplement le développement de l'Arctique, c'est une sorte, c'est sur l'arc de développement de notre impératif extraterrestre. C'est une étape. Le but n'est pas de s'arrêter là. C'est une étape du lancement d'une phase de développement anti-anthropique de l'espèce humaine. C'est très très important. C'est très important. Et ça va dépendre de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pas toujours très bien compris. Et on sait qu'il y a certains individus qui comprennent ça en Russie. C'est-à-dire être à la frontière, traverser la frontière de l'Arctique. Et si on peut avoir ça, en collaboration avec les États-Unis, on vire Obama à son influence, on se débarrasse du monétarisme, on réimpose le Glass-Steagall Act aux États-Unis. Alors là, on s'engage dans une collaboration, un développement et une collaboration du point de vue de ce qu'on a du point de vue de l'impératif extraterrestre, mais avec une première étape qui sera le développement de l'Arctique. Et encore, la population, si ça leur est présenté, si on les éduque, si on leur donne le sens d'identité nécessaire pour agir sur ces choses-là, alors ils nous suivront et ils réaliseront que nous sommes la seule force qui présente cette alternative. Si on regarde à ce qui se passe aujourd'hui, nos leaders mondiaux, ces idiots, ils ne sont pas déterminés par eux-mêmes déjà. Regardez ce qui se passe dans la... J'ai trouvé ça hilarant de lire que even if every country in the world had no intention at all to launch any kind of a space program, il n'y a aucune intention dans aucun pays du monde de lancer ces projets. Donc, on va relancer cette course à l'espace. Et là, on pourra survivre. Et on changera la géométrie dans laquelle les gens opèrent. Regardez cette animation que j'ai montrée tout à l'heure. Ça donne un sens de comment décoller. Donc avec ces genres d'images, on peut donner un sens, une image concrète pour le coup, mais si on pense de manière ontologique à comment fonctionne l'univers et notre esprit, comment tout cela se met en place, tout ce qu'on va voir, puisque c'est toujours une projection en fait de ce qui se passe à des degrés supérieurs. Il y a certaines activités comme marcher sur la surface de la Terre, pensant que c'est une ligne droite, que entre deux points, la distance la plus courte c'est 2 points, c'est une ligne droite, tout ça est faux. Si on se passe dans un espace supérieur, regardez, donc on change la courbure en fait de l'espace-temps et de la conception qu'on en a et notre relation même à notre environnement. Et là, on voit que la ligne droite ne sert plus à grand chose.
Ça, c'est les critères de définition d'une économie réelle. Et seul notre mouvement est en position actuellement de mettre ses idées sur la table. Et c'est déterminant. Si on peut lancer ce projet immédiatement pour éviter malheureusement une guerre nucléaire qui se déclenche. Et on est déjà en marche pour ce projet. Ce sera peut-être pas assez, on doit faire beaucoup plus. Et les gens devraient, tous ces gens qui regardent cette conférence devraient être impliqués en fait dans notre combat, dans nos campagnes. Et nous aider de manière beaucoup plus large. Parce que tant qu'Obama restera dans son bureau ovale, la menace de guerre nucléaire, thermonucléaire mondiale restera avec lui. Ce sera impossible de mettre en place la politique nécessaire pour faire ces projets dont on a parlé. Donc, c'est clair. Il y a une étape claire et nette. Hein? Et le Congrès doit avoir ce courage de faire tomber Obama. Et le Congrès n'a pas le courage, il n'y a que nous qui avons le courage de dire ça et de se battre pour ça. Donc, notre politique pour le développement de l'Arctique sera un nouveau projet et ça doit être fait dans ce contexte actuel et d'un point de vue du développement plus large vers l'espace. Donc on dégage Obama, on réinstaure le Glass-Steagall Act et après on lance ce projet. Donc on verra à ce moment-là un développement. Sinon, on aura une extinction de masse et même de l'espèce humaine. Pourquoi pas? Je voudrais rajouter un élément de ce qui a été amené par M. Shield. Notre moralité est simplement une fonction, une conséquence de notre sens d'identité. Si notre sens d'identité est dans nos impressions sensorielles immédiates, alors votre moralité sera dégradée, sera dégradée par ces impressions. Et ça, c'est au cœur du principe oligarchique, de cette oligarchie. Et elle a tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour attirer les gens dans leur sens, les plonger dans leur sens d'identité dans les sens. Et c'est exprimé dans la science aujourd'hui par la tradition oligarchique. Ce qu'on a avec la seconde loi de la thermodynamique, essayant arbitrairement de décrire l'univers à partir d'un modèle d'une petite mécanique qui s'épuise au bout d'un moment. Et ça, on voit ça et c'est simplement une interaction entre des molécules qui s'épuisent, donc et voilà. Et après, on dit que c'est l'univers entier qui marche comme ça. Donc, ce qu'on va appeler le point, la mort thermique de l'univers, parce que ça marche dans une machine, la chaleur se dissout. Alors maintenant, l'univers c'est pareil. Donc il y aura une mort thermique. Et donc il y aura une fin à l'univers. Bon, on ne sait pas exactement quand, mais c'est prévu. Il faut pas accepter ça. Donc vous êtes en train d'accepter que la lumière la frontière de l'univers, c'est la mort. Non. Par un univers fixe qui se contracte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, demain? Peu importe, de toute façon, si on conçoit le monde comme cela. Si je traverse une rue et que j'ai décidé d'aider quelqu'un ou pas, ou de lui piquer son sac, peu importe. De toute façon, l'univers arrivera à ce fameux mort thermique. Et puis ce qui se passera entre-temps, ça n'a pas vraiment d'importance au final. Donc ça, c'est l'oligarchie. Toujours, elle a agi là-dessus. Elle a poussé les gens à leur donner un sens d'identité biologique, on pourrait dire. Les piéger dans leur sens. Mais si on a un sens de la nature, de l'univers dans lequel on vit, si on comprend l'univers comme il est décrit par l'oligarchie, on est dans un univers fixe. Il est réduit au matériel, à des petites boules qui s'entrechoquent, comme ça, qui créent quelques trucs ici ou là, et que ces petites boules, elles construisent l'univers. Bon, voilà. Donc le principe oligarchique a toujours courbé les gens dans un sens d'identité animale, en leur disant que l'univers est fixe, ne change pas, n'est pas créatif,
Et ce qui est accessible pour vous, c'est vos sens, c'est tout. Ça s'arrête là. Et quand vous acceptez ça, ce dogme économique d'Adam Smith et autres, cette notion bestiale, hein, vous ne pouvez rien changer dans l'économie. Vous aurez une expérience immédiate et puis c'est tout, de plaisir, de douleur, et voilà sur quoi vous baserez votre conception de l'économie. Bon, mais cette question de la moralité, ou le manque de moralité de nos leaders, ça vraiment dépend directement de notre conception, de notre sens d'identité dans l'univers. Et la culture présente ne permet pas ça, on doit la changer. On doit sortir les gens de ce piège sensoriel dans lequel on les a plongés et les faire entrer dans le monde de la créativité et de l'esprit humain. Et là, il y aura une vraie moralité chez les leaders. Parce que ce sera basé sur vraiment un sens d'identité qui soit un sens d'immortalité. Voilà, je voulais juste ajouter ça en supplément à ce qui avait été dit par Askai. Sur la question des dirigeants aux États-Unis, qui représente réellement le leadership, qui est l'allié naturel finalement de la Russie. Donc il y a eu Bill Roberts, qui est un des membres du mouvement de la Rouge et qui est candidat d'ailleurs pour le Congrès américain. Donc il a dit que Vladimir Poutine avait dit dans sa conférence Internet de mercredi qu'ils aimeraient bien avoir des alliés, et en particulier les États-Unis. Et Monsieur Robert a parlé pour l'ensemble des 6 candidats du mouvement de la Rouge qui sont en campagne actuellement aux États-Unis. Il dit, eh ben nous on s'en occupe ici. Monsieur Poutine, on va virer Obama. On a moralement, intellectuellement la capacité de faire ça. Et on va revenir à notre tradition, à l'intention qui était celle de notre République. Il y en a quelques questions qui nous viennent d'autres membres des candidats démocrates larouchistes. Donc une question de Summershield, par exemple, candidat à San Francisco, parce que je pense que c'est pas mal de poser ça dans ce contexte-là. C'est une question sur la résonance de Schumann et l'impact politique. Ma question, la nature des résonances de Schumann et la communication de l'esprit humain et comment on s'organise politiquement. Si on sait que l'humanité dans son ensemble, biologiquement, se développe via des fréquences électromagnétiques, donc il y a cette question de l'intuition, comme ce qui permet de faire des découvertes, ce qui est un processus universel, justement connecté à l'électromagnétisme, et quel est le lien avec comment la société politiquement, moralement s'organise. Et une des dernières conférences, le Weekly Report, qui touchait à ces questions, sur les forces invisibles, finalement, qui ont une importance, une influence sur nos inclinations et nos choix. Donc ce serait vraiment un saut qualitatif si on pouvait comprendre ces choses-là. Comment faire résonner, pour ainsi dire, la population avec nous sur les conceptions que nous développons. Et comment on va virer Obama? Ça, c'est quelque chose qui va commencer à résonner partout sur le territoire américain. Quelque chose de plus profond même derrière tout ça. Comment on utilise ce concept pour un saut d'évolution qualitatif qui est comme un phénomène de masse finalement, comme ces rayons cosmiques qui nous englobent, qui nous touchent tous finalement. Comment amener ça d'un point de vue des positions politiques que nous menons? Donc, si nous regardons les résonances de Schumann et ce phénomène, on doit voir d'abord, c'est une extension de nos capacités sensorielles. Et je veux vraiment insister là-dessus. Il y a des informations qui sont transmises sur des longues distances, qui sont utilisées pour coordonner
des effets, par exemple, entre des différents éléments biologiques qui se communiquent des choses entre elles par ces résonances. Et si j'avais pas d'esprit, s'il n'y avait pas l'esprit humain pour capter ça, ça servirait à rien. Donc comment on rentre en accord, en harmonie, au diapason, comment on se met au diapason de ces résonances? Donc même de ces rayonnements cosmiques, que ce soit les résonances de Schumann, certains aspects de la nébuleuse du crabe. Donc les principes qui sont impliqués là-dedans, qui vont former le développement de certains types d'instrumentation qui vont être nécessaires pour étendre nos sens, pour finalement se mettre au diapason, pour ainsi dire, de ces informations qui sont transmises via ces résonances ou ces rayonnements électromagnétiques. Donc il y a quelque chose qui est plus fort encore derrière ça, c'est l'esprit humain qui est premier. Donc qui étend notre capacité, justement, le substrat, justement, sur lequel lui-même agit. Hein? Donc il ne faut pas confondre le substrat, la substantifique moelle, avec le processus qui génère, que lui génère dans l'appareil sensoriel avec des phénomènes étendus, des objets étendus. Donc de faire des outils qui vont détecter les sens, des outils pour détecter les sens que nous, on n'est pas capable de détecter par nous-mêmes. Donc, en particulier pour capter les rayonnements cosmiques. Qu'est-ce qui est le principe qui fait que nous, on est capable de comprendre ça? Donc, on commence à arriver dans le domaine de l'organisation politique. C'est à ce moment-là. Parce que ça doit opérer dans le monde de l'esprit. Dès qu'on agit sur l'humain, sur l'esprit humain, en présentant des paradoxes, en provoquant les autres dans leur perception sensorielle, en faisant ça, vous commencez à entrer en résonance, justement, qui existe entre Vernadsky appelle la noosphère. Certaines différenciations qu'il y a dans la noosphère. C'est pas un phénomène qui est dans le temps immédiat, mais c'est un phénomène qui est dans le temps géologique. Les processus noétiques de l'humain, c'est un processus évolutif également. C'est toute l'histoire de la noosphère qui évolue à chaque instant. Et la qualité même, le potentiel pour le futur est en train d'agir maintenant. Donc on doit vraiment cerner comment cela fonctionne, comment on commence à changer la courbure de la culture ici. Et il y a une instabilité, évidemment, à comprendre, mais on doit comprendre ces phénomènes de rayonnement cosmique comme un concept plus généralisé, mais on ne peut pas les confondre avec les effets de l'être humain qui se révolutionne lui-même, finalement, avec son esprit humain en tant que tel, qu'on appelle les principes noétiques. Donc c'est là on doit commencer cette enquête-là, c'est clair. La différenciation, oui, il y a sûrement des liens, des effets cosmiques, on pourrait dire, des radiations qui rentrent en cohérence à l'échelle globale, qui peut produire ce qu'on pourrait appeler des effets de masse dans la population même, on pourrait dire peut-être. Mais le mécanisme, le médium à travers cela agit, c'est pas le principe qui a été créé là, c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit qui va créer l'effet de masse. Donc une des discussions de fond qui doit être faite, c'est comment on rentre en résonance, on opère du point de vue de l'esprit humain, que nous-mêmes on le met en accord avec cette conception de l'univers. Some of the best on this point, some of the best people to look at are the poets. Donc, les poètes qui prennent part à l'action politique. On this one, Lyndon LaRouche, Lynn's reference a lot. Et Monsieur Larouche. Et que Monsieur Larouche cite souvent, c'est Monsieur Percy Bysshe Shelley, poète anglais. Il dit il n'y a pas d'esprit humain isolé en soi. Il y a simplement des esprits
une sorte encapsulé, on pourrait dire, dans des corps, mais il existe, l'esprit humain, c'est une réflexion et se reflète dans l'individu. Et il décrit un peu tous ces phénomènes-là. Mais si on regarde la façon dont Vernadsky approche l'idée de la noosphère, il dit c'est pas toute la noosphère qui est représentée dans un être humain. Et l'être humain ne peut pas être extérieur à la noosphère. Et il y a un lien entre Shelley, finalement, et Vernadsky dans leur conception même, qui commence à comprendre, c'est qu'il y a un médium pour les individus humains d'agir, finalement, sur l'extérieur et sur l'intérieur, sur les processus de masse, on pourrait dire. Et c'est mieux décrit par un autre poète, qui est le poète de la Révolution, qui s'appelle en Allemagne Friedrich Schiller, dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Et il pose un paradoxe qui est très intéressant, un paradoxe fondamental dans la population. Si vous pensez de tout ce qui vous rend sage, le type d'expérience qui fera de vous une meilleure personne, le type d'éducation, de défis auxquels vous allez vous confronter. D'un point de vue de vos sens, ça n'aurait aucun sens, justement. C'est pas toutes vos perceptions sensorielles qui vont permettre de passer, qui déterminent votre éducation. Mais la seule expérience qui va vous enseigner, qui vous rend plus sage, et devenir de plus en plus sage. Et il faut déjà être sage. Il pose ce paradoxe qu'il faut déjà être sage, et donc quand vous êtes sage, vous pouvez devenir de plus en plus sage. Parce que quelqu'un qui n'est pas sage, qui est défini par ses perceptions sensorielles, lui, sera de plus en plus dépravé quelque part. Et il discute autour de ces choses-là. Il dit, pour devenir sage, il y a les compositions artistiques classiques, la culture classique, et la plupart de la population ne sait pas ce que c'est que la vérité. Mais si on peut leur en donner un sens véritable, à travers justement la culture classique, leur enseigner à l'amour, à travers des paradoxes, à travers des ironies, et combattre leur propre tradition quelque part pour arriver dans une nouvelle. Et il dit, ce qu'il décrit, il dit on est capable d'enseigner ça. Et un autre poète anglais qui écrivait sur ces mêmes types de choses, qui s'appelle Keats, à la fin de son poème qui s'appelle L'Aude à une urne grecque, il dit clairement que beauté est vérité, et vérité est beauté. Et ça, qu'est-ce qui va nous amener à penser ces choses-là? Il n'y a pas de logique. Donc, il n'y a pas un système avec une boussole qui nous enseigne où aller pour trouver ça. Mais et si on a cet instinct pour la beauté, qu'on développe cet instinct pour la beauté comme le propose Schiller, à travers la culture classique, peut vous amener à cette vérité, à travers la métaphore qui va vous porter au-delà de tout système fixe. Alors, à ce moment-là, vous avez ces effets qui sont le niveau qui va vous permettre de devenir plus sage. C'est au-delà, en fait, de tout ce qui nous définit de manière habituelle. Donc, il y a une sorte d'intuition qui doit se développer, en fait, qui peut se construire, finalement, par la tradition des compositeurs classiques et des étapes qu'on peut passer pour avoir cette habitude, en fait.
Il n'y a pas quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. Hein. On ne peut pas le déduire de quelque chose qu'on apprendrait. Hein. C'est pas possible de le déduire. Donc c'est pas une relation point par point, un point qui rencontre un autre point. Hein. Mais c'est les limites, les frontières limites d'un certain système qui vont créer justement une résonance dans la population sur ce qu'il est en train de leur arriver parce que les conditions frontières sont en train de changer. Et à ce moment-là, ce paradoxe, dans la masse, ils leur disent « Ah, tiens, il y a quelque chose qui ne marche plus quelque part. » C'est plus la même chose. Et vous commencez à sentir un changement dans les conditions limites du processus dans lequel vous êtes engagé. Et là, il y a un phénomène de masse, provocation, qui vous provoque en masse. Ça ne veut pas dire qu'il y a la solution. Mais cette provocation d'avoir atteint les limites d'un système, c'est ce qui va fixer votre intérêt et qui vous montre ce paradoxe et dans lequel vous devez une solution. Et c'est là, la question est désormais présente. Voilà ce que ça dit. La question est désormais présente. Donc, on doit regarder à comment ces phénomènes de masse, finalement, arrivent dans l'histoire et comment on l'a fait passer le cap avec ses limites et comment ça va résonner, justement, avec ces sauts qualitatifs qu'on doit mettre en place parce que c'est la nature même de notre évolution. Donc, les processus qui... Voilà ce qu'on va faire maintenant. On sait qu'on est arrivé à cette frontière et donc... Vous avez une question dans votre esprit. Vous savez qu'il y a quelque chose dans votre esprit, mais vous ne savez pas exactement quelle est la question réelle. Donc c'est ça, un phénomène de masse. C'est quand on arrive à ce niveau-là de frontière d'un système. C'est réel. Pensez les États-Unis au moment du projet Apollo. Quand on a été mettre un homme sur la Lune, même plusieurs hommes sur la Lune. Et il y avait quelque chose. C'est ça, l'esprit du temps dont parle Shelley. Il y avait quelque chose, un phénomène de masse qui, dans la population, tout le monde était concerné. Et vous leur demandez individuellement, ils étaient tous excités de ça. Et d'ailleurs, tout leur esprit, tout était excité par ça. Donc, est-ce que, voilà, à quoi ils répondaient finalement en étant individuellement heureux de ce qui s'était passé et comment répondre à cette question? C'est pas dans le corps humain que vous allez le trouver. On doit concevoir l'espace-temps, en fait, d'une manière complètement différente. Parce que et là on avait un exemple qui permettait de répondre à cette notion de l'espace-temps réel, finalement, auquel on pouvait s'auto-identifier, parce que ça résonnait justement à la vraie nature de l'être humain. Well, I don't think coincidentally there are a lot of questions coming in on precisely this subject, since as you posed in the very beginning, Sky, at a time of history like this, it's very impossible to begin dealing with the level of questions that are necessary for us to take up if you don't begin by examining your own sense of human identity. Ce qu'il faut, c'est examiner son propre sens d'identité. Donc il y a deux questions qui ont été émises par deux autres candidats du mouvement de la Rouge. Peut-être pourrait-elle être discutée plus tard dans d'autres forums. Mais voilà la question. Il me semble que dans le langage écrit, you could describe the various curly shapes of the letters and the contrast between the ink and the paper, but if you know the language that you're reading, the scribbles leap into formation of ideas in your mind. This occurs even if the... Ce qui se passe, c'est que dans le domaine de l'écrit, si l'on connaît les lettres, qu'on connaît les syllabes, il semblerait que dans le domaine des perceptions, on ait les idées derrière les mots. Mais est-ce que justement la destruction de l'identité humaine créative, ne va pas avec la destruction justement de notamment la culture écrite et en général le langage? Donc une autre question de Kesha Rogers. Ma question est la suivante.
Monsieur Larouche a récemment discuté du concept de métaphore. Il l'a décrit comme un principe physique de l'univers, comme la gravitation, et qui représente quelque chose au-delà de nos sens. Et voilà ma question de partie. 1. Quelle doit être la compréhension de la métaphore dans les prévisions économiques? Et en quoi cela nous permet d'identifier des frontières, des limites dans les processus économiques? Encore une fois, pour revenir notamment au développement de l'Arctique, il est très important de réaliser que c'est énorme quand on réalise ce concept de potentiel de densité démographique relative. C'est énorme quand on commence à calculer en fait cela dans ce domaine-là, dans le domaine justement, quand on commence à mesurer cela dans le domaine de l'esprit. Si vous voulez prendre tout autre indicateur de l'économie physique, vous verrez notamment deux critères, qui est ce critère d'effondrement et aussi ce critère de développement. On pourra croire que ces deux critères sont les mêmes en fait. Mais le critère d'effondrement, il se situe en dehors du domaine de l'esprit, alors que celui du développement se situe vraiment dans le domaine de l'esprit. Non, justement, je voulais, avec cela, vous montrer cela avec l'image numéro 3. Oh, sorry. 3, 4, 5. There we go. And pause it here. Now, this you see, I sort of want to give as an image that's characteristic of. Voici ici une image caractéristique de la politique en général oligarchique, totalement impérialiste. Vous pouvez appliquer cette courbe à la consommation des ressources, par exemple. Et cette caractéristique de l'Empire part de cette idée d'un ensemble de règles fixes. Et le code existant du libéralisme est basé sur le même principe. Tout nouveau principe ou vérité n'est pas accepté dans le système requis de l'Empire. Donc c'est un système logique. C'est un système logique qui est anthropique comme décrit dans le système thermodynamique de Carnot. Dans un système comme ça, on consomme les ressources existantes. Tous les besoins font que l'on consomme justement ces ressources et ce besoin grandit et la consommation devient de plus en plus grande. Et dans un système-là, au moment où vous avez un effondrement, comme dans le système d'aujourd'hui, on a un effet de pillage en réalité des ressources. Et dans ce processus de mondialisation et de libre-échange, cet effondrement amène le pillage des populations et la destruction des populations. Donc vous avez vraiment un empire qui est en fait un véritable vampire qui est en train de sucer le sang de la population. Donc c'est ça qui se passe dans ce système oligarchique. Donc au départ on pille localement et après on va de plus en plus dans d'autres endroits. Donc vous finissez par piller votre propre population. En fait, en réalité, vous voulez faire vivre une population, mais vous finissez par la piller. Donc c'est ça qui est fou. C'est un véritable système cannibale. Donc ça a toujours été la caractéristique d'un système d'empire. Donc maintenant, la deuxième. Donc dans cette première, si on voit cette première période de consommation, au moment où vous avez cette première période de consommation, vous pensez à de nouvelles aires de développement. Vous devez penser
à de nouveaux concepts. Et c'est là où, en fait, se situe ce que la population adore en général. La population, naturellement, adore ce concept d'ironie, cette idée de créativité qui va au-delà du système requis et qui permet de passer au-delà de la consommation des ressources. Donc là où avant vous aviez dans un système oligarchique un effondrement, dans un système naturel, vous avez de plus en plus des étapes. Vous avez des étapes passées les unes après les autres par une hypothèse supérieure. Et ça, ce processus général correspond à ce que Lyndon LaRouche décrit dans beaucoup de ses écrits comme l'hypothèse de l'hypothèse supérieure, cette succession de sauts qualitatifs permettant d'aller au-delà de l'effondrement des ressources. Et ça exprime justement la culture, ça exprime la question du langage. Et d'ailleurs, nous utilisons aussi l'expression d'Héraclite comme il n'y a rien de changement. Il n'y a rien de constant, en fait. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Tout ce qui est constant, c'est le changement fondamental. C'est-à-dire qu'on parle du changement dans l'idée que tout est en train de changer fondamentalement. L'univers lui-même change fondamentalement. Il est créatif par lui-même. Et ça, c'est la substance de la métaphore. C'est là où la métaphore apparaît. C'est là comme dans un poète, c'est comme pour un poète qui a une idée. It's an idea about a principle, a quality of change. You have an idea about what's the quality of change which is human. You can't communicate that in some simple, deductive way. You can only communicate it by through a kind of provocation. Parce que le problème, c'est que dans un système de poésie, dans un système de langage, on n'a pas de déduction logique. Notre langage ne fonctionne pas de cette manière-là. Notre langage fonctionne au-delà du domaine littéral ou du domaine logique. Il fonctionne dans le domaine de la métaphore. Et c'est dans une pièce de théâtre, par exemple, ce que la population va entendre, c'est pas exactement ce qu'il y a derrière la pièce. C'est ce qu'il y a pourtant les plus légitimes, et ce qu'il y a de plus légitime dans une pièce de théâtre, par exemple, c'est parce que les gens vont directement entendre ou directement voir. C'est là où vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie dans l'esprit des gens. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a en fait que j'ai dans l'esprit et qui n'est pas dans ce que j'ai pu voir. Et c'est là où vous pouvez créer cela aussi en faisant un contrepoint entre la différence l'ouïe et la vue. Et donc, ça va créer dans l'esprit des gens un mouvement Et c'est comme ça que l'univers s'exprime. L'univers s'est toujours exprimé de cette manière, sous forme d'ironie. L'univers s'exprime toujours de la manière créative qui est inhérente aussi à ce qu'est la créativité humaine. Et c'est comme ça que justement l'esprit humain arrive à comprendre. Donc il y a un problème de son ici, donc je n'arrive pas à entendre ce que disent Cody et Sky. Donc nous avons beaucoup de questions qui arrivent. Nous avons une question de Haruko qui est au Japon. Haruka, pardon. Je suis un scientifique et je voudrais vous soumettre une question sur l'agriculture et la biosphère. Fertilizers, pesticides, and so forth, but some people who are coming in to try to say, look. Et je voulais vous donner un fait qui a lieu au Japon, parce que beaucoup de gens
des fertilisants spéciaux pour faire en sorte que le sol soit fertile. Mais là, on arrive à un point problématique aujourd'hui. Et moi, j'essaie de développer l'idée que la sol est dans un domaine bien plus large que seulement le sol lui-même, mais dans un domaine de la biosphère dans son entier. Et c'est impossible à entendre. That energy is condensed in the field of life, in the biosphere as a whole, where man's creative power has a major role to play. Moi-même, je veux développer une science du sol qui prouvera la validité de l'idée de biosphère. Je veux montrer une méthode qui permet de prouver cela dans l'agriculture. Et je prends l'initiative de transcrire, de traduire les écrits de Vernadsky en japonais. Et donc je voudrais demander à l'équipe du Basement de répondre à deux questions. Premièrement, comment pouvons-nous augmenter globalement l'énergie, la densité de flux d'énergie de la biosphère comme un tout? Deuxièmement, comment pourrions-nous faire pour rendre l'agriculture plus productive et plus créative? Quel type de choses, de domaines devrions-nous développer pour rendre l'agriculture plus créative et plus productive? Manifest phenomenon. You have cognition always implicit. So you say, we've asked the question before, where was cognition human beings? It's implicit, you get it there. Ce qu'il faut comprendre sur la question de la biosphère, et ce qu'il y a derrière cette question, c'est que l'idée de la cognition est toujours implicite. En fait, le meilleur moyen de mesurer la densité de flux d'énergie, ou le critère de mesure de la densité de flux d'énergie, c'est l'activité humaine, et le potentiel de densité démographique relatif est une mesure qui permet de voir comment la biologie, la biosphère permet d'accueillir le développement de l'espèce humaine. Et cet accroissement de la possibilité que la biosphère a d'accueillir l'homme, c'est le critère d'augmentation de la densité d'énergie dans la biosphère elle-même. Donc aujourd'hui, l'activité humaine est primordiale pour mesurer cela. Et ce que l'on voit aussi dans l'évolution de la vie elle-même, comme un tout. We see an evolution of species, each species itself representing, say, as you move from, as we've discussed, from. Nous voyons, par exemple, une expression de l'évolution des espèces. Vous voyez, par exemple, comment les animaux passent des reptiles aux mammifères. Et il y a, par exemple, avec ce phénomène, une augmentation du flux énergétique et du flux de mouvement de matériel biogénique. Par exemple, ce que font les mammifères pendant les périodes hivernales ou pendant qu'il fait froid est beaucoup plus important que ce que pouvaient faire les serpents ou ce que peuvent faire les serpents aujourd'hui. Donc vous avez quelque chose de bien plus énergétique. Mais ça, c'est vrai au niveau du métabolisme d'un individu, d'un organisme, mais ça a été vrai aussi dans tout l'ensemble de la biosphère. Tout le système a changé au moment où on est passé des reptiles aux des mammifères. On a eu par exemple des avancements, des changements dans les plantes, passant des gymnospermes aux angiospermes. On a eu des changements climatiques sur le long terme, de nouvelles espèces ayant apparu, de nouveaux organismes apparaissant dans les océans aussi. Donc toute la biosphère a changé. Toute. Et ça s'est reflété, ça s'est exprimé au niveau des espèces, mais de tout l'ensemble des espèces et l'interaction des espèces en elles-mêmes et de la biosphère. Donc quand on arrive à un moment donné à l'apparition des êtres humains et l'activité des êtres humains,
nous-mêmes n'évoluons pas de la même manière que le vivant, dans le sens où nous n'évoluons pas biologiquement. Toute notre évolution s'exprime dans le domaine culturel, par l'introduction de nouvelles idées, par des principes scientifiques nouveaux, culturels nouveaux, qui permettent de rendre notre travail, nos créations plus efficientes. Et ce qui nous permet de survivre, par exemple, à ces changements climatiques qui pourraient arriver sur la planète. Donc, la mesure, évidemment, quand on considère la biosphère comme un tout, doit être considérée du point de vue de l'augmentation de l'être humain, à sa capacité de faire de plus de travail, l'augmentation de l'être humain, l'augmentation de la capacité de l'être humain à faire plus de travail. Et ça, c'est par exemple ce qui pourrait être exprimé, ce qui pourrait être incarné par Nawapa. Parce que là, on verrait, avec ce projet-là, tout d'un coup, une élévation du potentiel de la biosphère elle-même à se développer. Et quand on mesure la biosphère, nécessairement, à un moment donné, il faut qu'on mesure l'activité humaine. C'est ça que la vraie question. What is a reptile does, a reptile is sort of like Newt Gingrich, where, Newt Gingrich says you never spend $1. Parce que si on... C'est vrai, en plus tu as raison, parce que si on prend par exemple la comparaison entre les mammifères, on considère seulement la quantité organique ingérée et utilisée pour le métabolisme, non pas pour le métabolisme et la matière vivante, on dira que les reptiles sont plus efficaces que les mammifères parce qu'ils consomment la plupart de leur matière dans le métabolisme et non pas dans la matière vivante. Mais en réalité, c'est là où on voit parce que les mammifères sont bien plus énergétiquement denses et peuvent faire beaucoup plus de choses en termes d'activité globalement. Et c'est pareil pour l'être humain, si on considère l'énergie. Mammals produce more, they seem to be less efficient at using certain things internally because they're playing a bigger role in maintaining the biosphere as a whole. Les mammifères, évidemment, dans ces critères matériels, semblent beaucoup moins efficients. Quand il s'agit de l'activité, ils sont en réalité beaucoup plus efficients et à un niveau qualitatif que les reptiles. Ben voilà le vrai critère de mesure. On peut pas avoir un critère de mesure des reptiles à un moment donné sans avoir la considération, sans considérer si c'était des mammifères à faire quelque chose. Et là, on voit la différence. That's your only measure. If you come to anything smaller, you're going to end up with something that's just wrong. The same thing with measuring energy sources. People try to do the simple energy efficiency measurement of a solar panel or something like that. The place where the solar panel will destroy society is not within the solar panel. The solar panel destroys society everywhere else. The thing is, where the solar panel is most effective is actually where it's most destructive. Because they're most effective in a desert. Right. But if you cover the desert in solar panels, you're never going to green that desert. Yes. So it's actually funny. It has the relationship of where solar panels are most effective. Their overall effect is most destructive. That gives you, that's the oligarchical principle right there. It's a perfect agreement with it. If it's successful, it will destroy itself and everything else with it. And lends credence to the idea that the oligarchy may be reptilians. Yeah, possibly. We have a question from a professor of nuclear and space sciences, but he's a former NASA principal investigator for the Apollo lunar samples. And he's somebody who's been in correspondence with members of our basement team. And I think it's just important because we have to remember we're holding this webcast under very dangerous circumstances when you have not only a move for dictatorship and police state inside the United States, but this is something which the entire transatlantic system is experiencing now. And he asks about the relationship between this kind of move towards police state and the green fascism. He says, if present policies of world leaders concerning global climate change are supposedly intended to benefit society, then why are climate scientists who manipulated global temperature data continuing to receive public tax funds to promote the global climate warming story? While the concerned citizens who released the emails that documented data manipulation are having their computers seized in midnight raids,
through coordinated action of the UK Metropolitan Police, Norfolk Constabulary Computer Crime Division, and the U.S. Department of Justice Criminal Division. I mean, I think this gets at the heart of why we've said that really, in essence, environmentalism is population reduction. That's the intention. I mean, you have to look no further than just the statement, the absurd statement that seems so ridiculous, but it was made by Prince Philip, one of the people at the heart of the environmentalist movement, who said if he could be reincarnated, he would like to be reincarnated as a deadly virus to help solve the problem of overpopulation. That's the mentality of an environmentalist. Now, it has nothing to do with preserving the environment either. It has to do with preserving the power of the oligarchical system. Because there is a recognition that in order to do what we're talking about, to move towards, from say, nuclear to fusion power, etc., that one, that's required in order to support more population. So to have more population at higher standards of living, you necessarily have to keep going towards this increase in energy flux density. To achieve this increase in energy flux density means you have to have an ever increasingly educated population. More and more people have to be engaged in productive activity, have to have a better grounding in classical culture. As we said, some of the forefront breakthroughs that are to come in atomic physics are going to come from people who think in this classical mode. So in order to continue to increase energy flux density to support a larger population means more and more of your population is going to have to break free from this trappings of the senses, the simple bestial-based sense of identity. More and more of a population moving in that direction is a population which is not going to submit to an oligarchy. Is not a population which is going to just roll over and play dead whenever Obama and his people want to push this new fascist police state bill, this military budgeting appropriations bill. So inherently the oligarchy recognizes that population increase and technological increase go hand in hand, and that at the core of that is an increased higher sense of identity on the part of man. And that a population with that identity is not controllable, is not manipulable by this oligarchical class. And so they hate anything that reeks of that real human identity. Right. And environmentalism really is that. It's an attempt through sophistry to crush the human impulse in the population. And that's all they care about. It's not, like you said, they don't care about the development of maintaining the environment, because what the hell does that mean? You can't maintain the environment doesn't maintain the environment. But the whole history of the biosphere has been evolving, changing again in ways that they would dislike, again always increasing energy consumption. There's never a case where the biosphere moves towards decreased energy consumption, moves towards increased energy consumption at the same time as it moves towards increased density, energy flux density of energy usage. Those happen at the exact same time. That's where it wants to move to. We do that more efficiently than anything else. You said the drive for these guys is only to try and stop that sort of progress. Yeah. That's all they care about. Yep. All they care about is stopping human development, and they'll pick any argument they can to do it. So it's not a coincidence that you get this weird idolizing of animal species. You get the weird why they love these nature channels. Without the fact that, first off, the only reason those animal species are there to be seen is because of us. The only reason that they're edited, the actual, you see the sort of the loving, the nice kind of the cute fuzzy pictures of polar bears. It takes a lot of effort to get a cute fuzzy picture of a polar bear. Not most of the polar bear's lifetime is not spent being fuzzy and cute. And watch, they did this recent documentary on the mating habits of polar bears. Never seen anything more wild and disgusting. First, the behavior, but I mean really just foul. The thing that struck me the most is female polar bears, once they've had their cubs, will not mate. They won't mate because they've got the sense they need to take care of the cubs. But male polar bears want to mate. So the way the male polar bear will get the female polar bear in the mood is to show up and then eat her children.
And then once he's eaten her children, she gets back in the mood again, and they can go on and produce. And this is your cute fuzzy polar bear. This is what's on your stupid looking Coke can now. Right. This stupid little white Coke can. So anyhow, yeah, there's no consistency in the argument. There's not meant to be any consistency. It's just the real thing is that they hate human beings, and they'll grab onto anything they possibly can to try and make that argument that what human beings do is bad. Right. That's the real bare naked environment. Exactly right. Yeah. Well, on the subject of your new sport, Sky, feeding penguins to polar bears, this is a question from Argentina on Antarctic development. This is from Rosina Castillo. She says, in this recent time, President Christina Kirchner has started developing a concept which she termed fine-tuning, and she is developing it further as time goes on. So far, she has tried to convey that this is the new face of the recovery of Argentina, and that now we are not talking about the industrialization of the country or just having more development, but to integrate the whole region, logistically, with transport, energy supply lines, and make a huge development corridor for being more efficient, as she put it. We are seeing this as a good opportunity to turn this fine-tuning idea in the developing of the extended NWAPA concept for South America, maybe SOWAPA. And we are thinking about developing this discussion with the political and scientific circles through our website and in collaboration with the Basement. We see this as a real good opportunity also to overcome the war efforts. Donc nous avons une opportunité de surmonter en fait la guerre. Car les projets ici pourraient inclure une meilleure coopération aussi avec les pays d'Amérique du Sud. Donc on aurait notamment des projets d'infrastructure incluant plusieurs pays. Donc voilà. Donc la question ici, c'est plutôt sur le développement arctique. Parce que voilà, vous parliez de l'Arctique, mais si on développait en Amérique du Sud, ça nous rapprocherait de la zone antarctique. Donc quelle différence y aurait-il avec l'Arctique? Pouvons-nous regarder l'Antarctique de la même manière qu'on regarde l'Alaska et toute la zone arctique? Donc je voulais savoir notamment ce que vous pensez de cette idée de développer l'Antarctique. Évidemment, toute technique et technologie permettant de développer l'Arctique serait utilisable dans l'Antarctique, ça évidemment. Et il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y a une tonne de recherche énorme à faire dans l'Antarctique. Et ce serait c'est une bonne question, ça m'excite assez de voir réellement ce que ça pourrait être comme possibilité de développement. And its ice is growing now. Wow. Right, Arctic yeah. ice is shrinking. But this is recent. It's in like the tens of millions of years. Et récemment, on a pu voir d'ailleurs que la glace et l'épaisseur en Antarctique étaient en train de diminuer. Temperate dinosaurs, little tiny fuzzy mammals. On a vu aussi des fossiles en Antarctique, je crois des fossiles de dinosaures, de petits mammifères. Il y avait avant un environnement actif ici, avant qu'il y ait de la glace. What the heck happened? There's still debates on that, and of course they're trying to attribute it to carbon dioxide. But as we're seeing with some of the Arctic icing, Arctic ice melting. Et on voit notamment, je crois, dans des carottes glaciaires, quand on fait du carottage, on a du dioxyde de carbone. Il y a tout un débat en fait là-dessus sur la question de la vie dans l'Antarctique, dans les glaces, avec les analyses dans les glaces. It might cause a real dilemma, though, for all of the environmentalists who are trying to keep the Earth in its static system for the sake of the animals. Et il y aurait certainement des découvertes énormes faites sur le vivant qui pourraient faire clapper des écologistes qui veulent voir absolument la Terre comme une zone fixe qui a toujours connu les conditions telles qu'on les connaît aujourd'hui avec l'Antarctique qui a toujours été un désert et qu'il faut surtout pas aller coloniser. Oui, l'autre chose aussi qui énerve l'oligarchie, je pense, c'est cette idée de collaboration
possible de l'Argentine avec l'Afrique du Sud pour développer cette région. Ça, c'est quelque chose qui énerverait énormément l'oligarchie. Si vous voyez par exemple l'Afrique du Sud, elle a elle-même sur ses côtes un des plus grands, disons, ensembles de télescopes. The largest, what would be by orders of magnitude, the largest radio telescope ever built. Ah oui, et en Afrique du Sud, surtout, on a construit l'un des plus grands radiotélescopes jamais construits au monde. Vous avez ces deux nations qui sont aussi, parce qu'il y a aussi cela en Australie, et vous avez l'Afrique du Sud, l'Australie, qui pourraient potentiellement coopérer pour commencer à se développer technologiquement et développer l'Antarctique. Et vous auriez, à ce stade-ci des choses, quelque chose qui, autour de ces pays, permettrait d'observer mieux la galaxie sur cette phase de la Terre. Donc, il est clé pour nous d'avoir de plus en plus de collaboration, de coopération entre ces nations pour développer une nouvelle vision de développement et une nouvelle vision de notre système solaire et de la galaxie à travers l'idée de l'Antarctique, du développement de l'Antarctique. Donc j'ai une autre question qui touche spécialement à ton introduction, Sky. Have been actively engaged over a span of several months, over a year, in studying and debating Lyndon LaRouche's ideas of physical economics. Donc, il vient notamment de l'école de Stanford qui a dernièrement beaucoup développé les conceptions de LaRouche sur l'économie. Donc, ma question est la suivante. Vous avez développé cette différence entre l'esprit humain et le cerveau humain. Et cela a amené beaucoup de débats chez nous. C'est clairement la qualité de l'esprit qui définit l'esprit humain, qui définit la différence entre l'homme et l'animal, l'espèce humaine et animale. Mais Lynn LaRouche développe dernièrement dans ses textes qu'il peut y avoir d'autres entités créatives. Donc, pourriez-vous développer sur cette question, notamment d'autres entités qui soient créatives et qui soient capables d'esprit? Il y a une chose dont nous avons parlé aussi dernièrement, c'est cette distinction entre l'augmentation distinction des cellules et l'augmentation des cellules dans le développement du vivant. If so, could this essentially serve as a basic definition of human anti-entropy? And finally, does, for instance, an increase in the increase of relative energy flux density at least approximate what LaRouche is referring to as physical time? Je voulais vous demander notamment sur l'idée de l'augmentation du potentiel de densité démographique relative. Est-ce que cela reflète cette idée que M. LaRouche développe du temps physique? Voilà ma question. Je voudrais commencer par quelque chose, disons qu'il y a beaucoup de choses dans ces questions. Perhaps want to extend the dialogue a bit further than just right here. But for example, just taking up et ça mériterait des discussions qui vont bien au-delà du dialogue que nous avons maintenant. Mais la question qui se pose, à savoir si l'univers, oui ou non, a un esprit, on peut y répondre de la manière suivante. As opposed to the idea that Mr. LaRouche has developed of man as of the universe, that it really is, it's one. Souvent, voilà, on y répond de la manière suivante. Souvent, on considère l'homme avec son esprit humain dans l'univers. Mais M. LaRouche essaye dernièrement de développer l'idée que l'univers, en réalité, est caractéristique de l'esprit humain. Ce qui ne veut pas dire que l'homme est pensant dans l'univers, mais que l'univers, nécessairement, est créatif et que l'être humain reflète cette créativité. Car l'homme,
en tant que tel, induit par ces découvertes de nouveaux principes, la découverte de nouveaux principes qui font que l'univers lui-même change. Et tout d'un coup, cela a comme effet de voir l'univers comme quelque chose qui s'auto-crée, qui s'auto-génère, car l'action humaine, par des découvertes, change l'univers comme un tout. Et l'univers est créatif, comme l'homme est créatif, et l'homme est créatif parce qu'il agit suivant la créativité qui est propre à l'univers. Donc, c'est là où on touche à cette idée que la substance de l'univers est la métaphore. La métaphore, c'est pas seulement une invention humaine qui nous permet de comprendre un univers qui autrement serait inconnu à nous. Ça, c'est une idée un peu kantienne, en réalité, où l'univers est extérieur à notre idée de la métaphore, à l'idée qu'on s'en fait. On peut y faire quelque chose dans l'univers, mais ce qui se passe dans l'idée kantienne, c'est qu'il y a des lois de l'univers et l'homme s'y complaît. L'homme est obligé de s'y soumettre à un certain niveau. Mais l'idée là, vraiment, c'est que l'univers est la substance de l'esprit humain. C'est que l'homme, y agissant, se donne de plus en plus de moyens, mais change l'univers comme un tout. Et c'est très intéressant parce que si on éjecte toute cette conception réductionniste de la créativité humaine, on voit comment traiter de l'être humain de manière efficiente. And living processes to non-living phenomena. Never has been, never will be a way to produce cognitive activity from simple living activity. Et on voit aujourd'hui que il est, par exemple, impossible de produire une quelconque substance cognitive depuis une substance biologique. C'est pas possible. Il faut voir les choses du point de vue le plus haut, c'est-à-dire du point de vue du pensant d'abord. Il est impossible dans l'univers de construire du bas vers le haut. C'est quelque chose que quand on passe d'un domaine à un autre, c'est impossible. Donc, à partir de ce moment-là, on doit considérer le fait que la cognition ne peut pas exister comme un épiphénomène dû à la biologie. Donc l'idée de la cognition est en fait quelque chose que l'on considérera comme premier, comme primaire de toutes les autres conceptions. Et la créativité humaine est quelque chose qui représente comme un concept premier dans l'idée du développement de l'univers. Et finalement, ça devient la mesure de l'univers comme un tout. Et quand on se pose la question sur une mesure de l'univers comme un tout, en fait, l'esprit humain, la créativité humaine devient sa mesure. Et ça, c'est un principe scientifique qui permet justement de mesurer cette idée de la créativité. It gets back to the same space-time linearization problem. Et on revient ici à ce problème de la linéarisation de l'espace-temps physique. Parce que souvent on considère que l'homme est arrivé sur la ligne du temps en dernier. Et souvent on considère la créativité comme apparaissant avec l'homme. Et on oublie qu'en fait le principe de créativité est ce qui est la nature de l'univers. Parce qu'on a cette image linéaire du temps. Et on a cette fausse idée justement que l'homme est dans l'espace, apparaît dans l'espace et qu'on est limité à cet espace.
Et souvent, on a cette fausse idée que ce petit homme est dans cet énorme univers et que c'est cet énorme univers qui détermine ce qu'est l'homme. Mais souvent, on a une métaphore, par exemple, vous prenez une sphère et vous dessinez un petit cercle sur cette sphère. On pourrait imaginer que ce qui est à l'intérieur de ce cercle est limité par le cercle, mais en réalité, on pourrait aussi imaginer que ce petit cercle est en train de délimiter tout le reste de la sphère. Et c'est une métaphore qui s'applique aussi à l'homme, c'est-à-dire que l'homme, dans l'espace, est petit, certes, suivant notre notion de l'espace, mais il représente, en termes de la créativité, de sa créativité et de sa cognition, justement les conditions limites du développement de l'univers, et il va justement, l'homme, par son activité, aux conditions limites de son activité intellectuelle, son activité de raison, aux conditions limites de ce que représente l'univers réellement. Ok, on arrive à la dernière question et j'aimerais grouper deux autres questions qui touchent le même sujet. La première est une courte question d'une personne au Texas. Elle touche la question de l'immortalité dans la société. En touchant le sujet de l'immortalité humaine, est-ce que ça veut dire seulement qu'on se souvient de nous ou cela veut dire qu'on a assuré l'existence continue de l'espèce humaine? Et l'autre question vient d'un membre de l'audience actuelle. Nous avons entendu... Ah oui, il a posé une question dans le dernier webcast sur comment lier l'Irlande à ce projet arctique. Et je vais lire une partie de sa question. Bonjour, Cody Sky. L'équipe scientifique irlandaise est en train d'étudier la deuxième partie de votre texte de Larouche. Just a few days ago, the mudflaps for the empire and the Irish government have conceded that Ireland could have a referendum on the mad EU proposals, but that Irish citizens would have to choose between staying in the euro. Donc je voulais vous dire notamment que là dernièrement l'Empire britannique avait voulu imposer à l'Irlande un référendum pour accepter ou non les politiques dictatoriales de l'Union européenne. Et nous voyons aujourd'hui, nous, en Irlande, que nos amis sont principalement en Chine, en Russie, et nous espérons que Obama s'en ira très bientôt. Convened a national council and outlined a program which included protectionism through harbor boards, a national bank, a mercantile marine, a proper transit system, and afforestation to raise the mean temperature of Ireland by 4 degrees and thus render the soil doubly fruitful. Donc en 1905, il y avait eu un programme parlant notamment de comment augmenter la température de l'Irlande, je crois. Et ce genre de projet, ce genre d'idée, nous les... Today, under the insane oligarchical policies, young people are emigrating from Ireland in the thousands. This reminds us that in the 1830s, the population of Ireland was approaching 9 million. Aujourd'hui, en Irlande, il y a beaucoup de jeunes scientifiques en fait qui quittent l'Irlande, de jeunes qui quittent l'Irlande par milliers, et la population irlandaise a à un moment donné atteint les 5 millions, mais elle a connu aussi les famines et elle a énormément diminué au moment des politiques de cet empire britannique dont nous avons été victimes en Irlande. Et aujourd'hui, la population est juste à 6,5 millions. Donc, elle n'a pas beaucoup augmenté. Et nous voulons justement, nous, développer tout un ensemble de projets de ports orientés vers le développement de l'Arctique
notamment développer une industrie de brise-glace, de bateaux brise-glace, et permettre de participer à ce développement de l'Arctique. Donc, Monsieur Larouche et le Basement ont développé cette idée du temps physique contre le temps de l'horloge. If we realize the duties and responsibilities of the citizen and discharge them, we shall win. It is the duty of a free man to live so that his Et je voulais citer Larouche là-dessus. of his having lived. So I would ask Sky and Cody. Donc, en citant Larouche, je voudrais demander à Cody et Sky Shield and the intention to apply such ideas in a Promethean manner, the way that we can tell what is the meaning of nonlinear time. Je comprends pas. Super quick on that, yeah. Ouais, ça c'est une très bonne question. I think makes the point. Hopefully, it's been clear from the discussion that immortality is not something that happens after you die. Et il a été clair durant la discussion que l'immortalité n'est pas quelque chose qui apparaît, qui a lieu après que vous soyez mort. Imaginez que l'immortalité est quelque chose qui existe après un acte, dans le temps après un acte, c'est une manière très simpliste de considérer cette idée de l'immortalité. L'ontologie de la conception du temps humain, en fait, se réfère plutôt à cette idée que l'on a de la simultanéité de l'éternité. Car, du point de vue de l'esprit, et non pas du point de vue des perceptions sensorielles ou du corps humain, du point de vue de l'esprit, on a un dialogue avec la simultanéité de l'éternité. Donc si vous regardez la topologie du temps de ce point de vue-là, est totalement différente si l'on prend le point de vue de l'esprit et le point de vue du corps. Prenez par exemple le globe. The distance between minds is defined by principle. Prenez l'idée du globe. On a un globe et on considère les distances de manière totalement différente à partir du moment où l'action humaine est centralisée dans un endroit ou un autre. Eh bien, la question de la distance entre les esprits humains se situe totalement dans un domaine au-delà des perceptions sensorielles. Ça va au-delà des distances, de notre notion des distances, notamment des distances aussi bien au niveau de l'espace qu'au niveau du temps. À quelle distance peut être un esprit qui a vécu il y a des milliers d'années, ou un esprit qui a vécu des centaines de milliers d'années, quand vous redécouvrez ce qu'il a pu découvrir? Donc là, toute la question de la topologie de l'esprit humain est totalement changée, en fait. Notre idée de l'espace et du temps est changée. Et ça se reflète notamment dans la perception des gens. Tout ce qu'on expérimente en termes de perception sensorielle, ce sont des ombres. Notre vision de l'espace, du temps, ce sont des ombres. Notre mémoire sont des ombres. What ontologically is your direct communication and connection, your actual interaction there. That's the topology of the real space-time. What you see down here is a projection of it. So that means et ce que nous avons, notre vision de l'histoire, notre vision du temps et de l'espace, ce sont juste des topologies, mais qui sont des ombres topologiques de la véritable conception de l'espace et du temps physique que nous devrions avoir. Schiller le dit lui-même. If you can call a road that which upon which you've already reached your destination for as long as you're walking on it. I add that as soon as you stop walking on it, you're infinitely far from your destination. That it's the ability to recognize process as substance and to give that the actual ontological significance. C'est à partir de cette idée que l'on considère, que l'on regarde les processus comme des substances. C'est là où on reconnaît notre véritable immortalité. On ne parle pas ici de futur, d'un point futur dans le temps. On parle de la simultanéité de l'éternité. On ne parle pas d'un futur et d'une immortalité dans le futur. On regarde notamment tout le processus.
in the sense of some moment before the first moment. The creator exists before time in the sense of preceding creation by necessity. In that sense, it's something that transcends time in the way. Et cela se reflète aussi dans l'idée qu'on peut avoir du créateur qui transcende tout moment avant la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment. Nécessairement, il fallait que le créateur existe en ce sens avant la création, mais en fait, il n'y avait pas de moment avant la création. Il préexistait avant tout, dans tout le processus du temps. Et juste pour ponctuer cela, pour préciser, et pour continuer dans le même thème, l'immortalité, c'est une métaphore. Quand, par exemple, on revit nous-mêmes la métaphore d'un esprit qui a lui-même créé cette métaphore auparavant, on participe à la substance de cet esprit, à la substance de l'univers lui-même. Et cette créativité n'est pas limitée par l'espace et le temps tel qu'on le conçoit, comme on les conçoit simplement. L'immortalité, c'est véritablement la participation dans les processus créateurs, exprimant une qualité de métaphore qui permet de transcender tout ce qui existait avant et autour de ce que l'on conçoit. Ce n'est pas un simple souvenir, mais c'est une participation au processus créatif qui ne sont pas limités par quelque chose qui est de l'ordre du temps et de l'espace tel que nous le concevons. Donc si nous voulons aller au-delà de la crise actuelle, celle que la planète vit aujourd'hui, qui est une crise existentielle pour la créativité comme un tout, nous devons de plus en plus participer chacun de nous à ce processus de créativité et ce processus de métaphore, et de rendre l'humanité entière comme immortelle, de la rendre créativement immortelle. Voilà les remarques que je pourrais faire en plus. Eh bien, merci beaucoup Cody et Sky. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres questions qui pourront être répondues plus tard. Donc, et dans notre forum, nous répondrons à les questions que nous n'avons pas pu prendre ce soir. Vous pouvez voir cela sur notre site internet et vous pourrez regarder notamment ce webcast sur notre webcast en archive, sur notre site internet en archive. Donc la Rouche a rendu très clair cette idée que nous entrons aujourd'hui dans une période dramatique. Nous sommes potentiellement à l'aube d'une guerre thermonucléaire, au moment où ce système transatlantique est en train de s'effondrer. Et dans une situation comme celle-ci, nous, dans le comité d'action politique de la Rouche, avons décidé de lancer une pleine mobilisation entre Noël et premier de l'an et au-delà de cela pour arrêter ce processus de désintégration et cette guerre potentielle. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer sur le site du La Rouche PAC. Merci à vous tous pour regarder cela et restez connectés à LPAC TV.